Bonjour à tous, bienvenue sur Tough Sport. On est de retour pour débriefer un petit peu la journée de championnat, pour parler football belge. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a un invité spécial, Jean-François Rémy. Je vais commencer par le milieu pour une fois, par présenter notre plateau. Jean-François Rémy, merci de ta présence, donc rédacteur en chef de Vous Sport et ancien adjoint de l'équipe Espoir et de l'équipe U18, c'est ça 18-19 à la fédération, donc, et journaliste depuis longtemps. Depuis que je regarde du football, je te vois à la télé en tout cas, donc voilà. Ça, il n'y en a plus pour longtemps. Et évidemment pour l'encadrer, d'un point de vue géographique, hein, pas besoin de le cadrer outre mesure. François Garit, qui a vécu un week-end compliqué à l'Union ce week-end. Le parc du Den en 6 minutes a pris un sacré coup sur la tête, mais ça allait un peu mieux peut-être en soirée. On a pu relativiser avec la défaite d'Anderlecht également du côté du club de Bruges. Et Bruno Govers, tu n'étais pas au stade ce week-end, j'imagine. Non. Donc tu n'as pas assisté aux belles prestations de notre club bruxellois. J'ai vu tout le reste. Et de notre club bruxellois. C'était pas le week-end du club bruxellois, hein, c'était le week-end des clubs brugeois. Du moins pas le dimanche en tout cas. Molenbeek, ça a été un petit peu mieux, on en parlera plus tard. Ouais. Mais je vais commencer par votre top et votre flop du week-end. En football belge, en football étranger, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, mais en footballeur belge à ce moment-là, D1, D2, je vais commencer par toi, François. Moi, je vais commencer par mon top. Mon top, c'est Mouslic, l'entraîneur du Cercle, qui a gagné sa bataille tactique face à Blessine. Blessine qui a dû même changer déjà un peu sa tactique en cours de première mi-temps parce qu'il sentait que ça n'allait pas. Et toujours très classe aussi dans sa façon d'être, dans sa façon de gagner. Là, en l'occurrence, même en conférence de presse après match, il a eu un discours positif aussi envers l'Union. Il a été applaudi par ses supporters pendant que nous, les journalistes, on était avec les joueurs de l'Union. Et c'est un profil qui, on ne sait pas trop quel sera le futur de Blessine. Mais dans ma tête, il est sous contrat à l'Union, hein, Blessine, mais on ne sait pas où il sera les prochaines saisons. Et c'est un profil que moi je pourrais voir à l'Union dans les prochaines années. Et alors mon flop, c'est le Sporting de Charleroi, même s'ils ont pris un point. Honnêtement, j'étais au stade et c'était dur. J'étais au stade aussi et c'était dur. C'était dur, heureusement qu'il y avait du soleil, parce qu'honnêtement il n'y avait pas grand chose d'autre. Ce qu'ils ont proposé était vraiment pas bon contre une équipe de Molenbeek qui finalement aurait peut-être mérité sa victoire si Kofi ne sortait pas ce penalty. Donc voilà, je pense toujours comme je l'ai souvent répété, que Charleroi va se sauver, mais que la fin de saison va être quand même très difficile pour les supporters et qu'il va falloir faire un peu de ménage avant la saison prochaine. Oui, la chance de Charleroi, c'est qu'aucune des deux équipes après n'est gagnée, donc on a vécu un peu une journée de play-down. Pour rien, oui et non, parce que quand tu perds 2 points à domicile contre la Lanterne Rouge, c'est jamais bon signe pour la suite. Et ils vont à Courtrai le week-end prochain. À Charleroi, ça va être très difficile. Jean-François, ce que tu peux dire. Je vais commencer par le flop. Le flop pour moi, c'est l'Union belge. Voilà. Parce que je trouve que la plaisanterie avec Burgess, là, c'est un peu particulier quand même. Et que donc, alors je ne sais pas qui est responsable exactement. Donc, de manière très générale, je vais dire l'Union belge. La manière en tout cas dont ça s'est fait, c'est à la fois maladroit. Je trouve que ça alimente un peu toute la problématique qui avait été abordée la semaine d'avant par Blessine quand il dit qu'il pense que certains ne souhaitent pas que l'Union soit champion. Ça alimente cette polémique-là. Et en plus de ça, faut bien reconnaître que c'est assez particulier. C'est une histoire à la belge, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est pour moi le flop. Et comme top, je vais sortir alors de notre compétition à nous et je vais aller vers nos internationaux qui ont brillé ce week-end. Je pense particulièrement évidemment à Kevin De Bruyne et à Louis Openda qui ce week-end pour l'un et pour l'autre ont bâti des records et sont en train de faire une merveilleuse saison. Et comme il y a un championnat d'Europe qui se prépare, on est tous derrière, on a envie que ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est pour moi ce qu'il y a eu de positif et négatif. J'ai bien aimé la modestie de Kevin De Bruyne à l'interview d'après-match qui disait « mais moi vous savez, quand je reviens, je suis même pas sûr d'avoir ma place, je dois me battre pour ma place ». Oui, Kevin, je pense quand même que tu es le premier nom à être mis sur la feuille de match quand il est fit. On espère effectivement qu'il continue
à monter en puissance. Bon, est-ce qu'il peut encore monter plus haut, je sais pas, mais en tout cas qu'il garde physiquement cette forme jusqu'à l'Euro, parce que moi je m'étais permis d'écrire un article où j'avais très peur en fait qu'on ne voit plus Kevin De Bruyne chez les Diables, parce que je me disais il suffirait d'une blessure avant l'Euro, et avec son état physique actuel, avec les calendriers chargés, etc., moi j'ai peur qu'il ne s'éternise plus en équipe nationale, et donc j'ai très peur d'une blessure avant l'Euro et qu'en fait on ne voit plus Kevin De Bruyne en équipe nationale à cause de ça. Donc je vais vraiment croiser les doigts pendant les mois à venir, parce que cet Euro me terrifie, et j'ai vraiment envie de revoir Kevin De Bruyne à ce niveau-là avec les Diables. Et il faut reconnaître que sur les 2 dernières compétitions, il est venu chaque fois sur un pied. Donc, oui, c'est ça. On l'a plus vu. On l'a vu le grand Kevin De Bruyne à l'Euro 2021, enfin 2020, qui s'est déroulé en 2021 contre le Danemark, qui monte au jeu, il nous sauve. Et puis il a terminé la compétition sur une jambe. À la Coupe du Monde, bon, ils étaient tous sur une jambe pour une raison ou pour une autre. Mais ça s'est pas bien passé non plus, donc oui voilà, on espère que Kevin continue. Oui, et la blague Burgess entre guillemets, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je vais passer à ton top et ton flop, Bruno. Mon top, ce sont les mauves, mais pas les mauves de Bruxelles. Pas les mauvais blancs. Non, ce sont plutôt les mauves d'Anvers, qui retrouvent l'élite, qui sont assurés de retrouver l'élite. Et bon, ça me fait d'autant plus plaisir que je suis anversois d'origine, et que mes grands-parents ont habité à 150 mètres du stade. Alors, c'était mes premiers matchs là-bas au Kiel, et ça me fait bien plaisir parce que c'est un club culte. Un club culte, c'est un de ces clubs qu'on aime voir parmi l'élite, donc je les félicite pour ça. Et mon flop, ce sont les autres mauves. Les mauves de la capitale, où je suis quand même sidéré, parce que au moment où on entre dans le vif du sujet, ils sont vraiment dans le dur. Le dernier match de la phase classique contre Courtrai, c'était lamentable. Contre l'Antwerp, ils ont une chance incroyable qu'il y ait une exclusion, parce que l'Antwerp était quand même maître du jeu. Ici, ils se sont vraiment fait ramasser à Bruges. Et j'ai toujours la même impression. C'est au moment où il y a de l'impact, c'est vraiment la cavalerie légère qui est soufflée, balayée du terrain. Oui, effectivement. Voilà. C'était un de leurs plus mauvais matchs. Et au plus mauvais moment, parce qu'évidemment l'Union qui avait perdu juste avant, ils auraient dû en profiter, ils auraient pu en profiter. Même un point là-bas, c'était une bonne affaire pour eux. Ça donne pas mal de signes quand même sur les capacités mentales que l'équipe a. Alors moi je veux bien que ça va se corriger dans les semaines à venir, je leur souhaite. Mais quand même, aller à Bruges, alors on peut perdre à Bruges, c'est pas anormal de perdre à Bruges. Mais je trouve qu'en effet, dans le défi physique, ils ont été, ils ont été en grosse difficulté. Ils se font bouffer, ils se font vraiment bouffer. Et déjà contre l'Antwerp, leur premier match, là, ils parviennent pas à mettre le pied sur le ballon. C'est vraiment inquiétant pour une équipe qui est présentée comme un candidat au titre. Ne pas parvenir à mettre le pied sur le ballon, à apprivoiser cette balle face à des joueurs qui paraissent beaucoup plus costauds. Alors ici, comme tu dis, Jean-François, tu es au courant du résultat de l'Union. Tu te dis même un point à Bruges, c'est bon. Et puis tu es cet entraîneur qui change toute cette équipe, qui voit des trucs. Haritz, il ne faut pas que je le mette parce que il va être pris en grippe par le public brugeois. Purée, mais joue ton jeu. Joue ton jeu au lieu de calculer. C'est une raison qu'il a donné, ça ? C'est une raison que Brian Rimmer a donnée ? Non, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai su que Delaney allait commencer, je me dis ça c'est parce que il ne veut pas que Ritz soit confronté, exposé. Il a donné une explication tactique. Il a dit que c'était pour jouer au football, pour mieux sortir les ballons et pour avoir une voilà. Delaney n'avait jamais été titularisé jusqu'à présent. Et subitement, on le sort de son chapeau. Je sais pas. Ouais, j'ai quand même mes doutes. Est-ce que la leçon de ce week-end, c'est pas que, en fait, il y a plus que 2 candidats au titre. Il y a plus qu'Anderlecht et l'Union cette saison. En fait. C'est probable, et oui, Genk qui revient bien. Moi, ce qui me donne un peu le sourire dans ces playoffs, c'est le visage que montrent justement des équipes comme Genk, comme le Cercle de Bruges. On disait qu'est-ce que fait cette équipe du Cercle dans ces playoffs. Ils vont jouer un rôle négatif finalement en offrant 6 points directement aux deux équipes qui se battent pour le titre. Mais non, ils jouent vraiment leur jeu, ils jouent libérés. Le club de Bruges, c'est pareil. On sent vraiment une équipe libérée. J'aimerais bien voir quand même ce que ça va donner le club de Bruges dans les prochaines semaines avec les matchs européens qui arrivent. Si je dis pas de bêtises, ils jouent déjà ici jeudi. Ils jouent ce jeudi contre. Et puis ils vont au PAOK jeudi d'après pour ensuite se déplacer à l'Union 3 jours après. Donc
Voilà, est-ce que ça va avoir une influence sur ces playoffs? En tout cas, oui, moi je pense que la façon avec laquelle Anderlecht joue, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Union. Parce que j'ai l'impression que pour l'Union, il faut un déclic. Ce déclic peut arriver dimanche et j'ai l'impression que s'il y a ce déclic ensuite, si les cadres peuvent jouer de manière un peu plus libérée, si les attaquants peuvent enfin mettre leur but, je pense que ça peut leur permettre de vraiment aller vers ce titre tant recherché depuis 2 saisons et demie maintenant. Jean-François, toi cette saison, quel est si tu dois prendre une équipe justement qui vraiment t'a marqué cette saison, qui te plaît cette saison? Séduisante. Pardon? De manière séduisante? Oui, cette saison, l'équipe pour toi, l'équipe de la saison jusqu'à présent, probablement l'Union quand même. Jusque-là, oui, jusqu'à ce moment-ci l'Union, et même dans le match et même dans la défaite d'hier. Après, le problème de l'Union hier, c'est un problème de transition qui avait déjà été vu par le passé, et notamment dans ce fameux match face à Bruges, quand l'année dernière, malheureusement, ils perdent le titre. C'était déjà les transitions. Donc voilà. Mais à part ça, je trouve que sans un excellent gardien du Cercle de Bruges, je pense que l'Union s'impose malgré la difficulté de la rencontre. Donc je pense que c'est un contexte un peu particulier pour eux. Ils ne sont pas dans leur plus grande forme. Ils ne sont pas, comme c'est Maurice qui signalait ça, il faut être efficace dans les 2 rectangles. Ils le sont un peu moins dans le rectangle adverse. Ils le sont un peu moins dans leur propre rectangle. Et donc du coup, ça fait la petite différence. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont fait un non-match. Comme on a vu, par exemple, le Sporting d'Anderlecht à Bruges. Ouais. Ils ont loupé leurs 10 premières minutes. Ils ont loupé 10 minutes et ils ont toujours des difficultés. Et là, je pense évidemment que les absences aussi derrière et les choix qui ont été posés par Blessing, probablement en pensant à la suite et aux rencontres qui viennent avec un peu de prudence, je pense, par rapport à McAllister, en tout cas, je pense. Mais il a prouvé, je trouve, son utilité. Et notamment lorsque l'équipe doit défendre haut, il faut un défenseur qui soit plus agressif, il faut un défenseur qui soit plus dans le duel, dans l'anticipation, et ça il le fait particulièrement bien, ce que les autres font un petit peu moins bien, et donc du coup ça a fait cette petite différence en tout cas sur le début du match. Oui, parce que ça reste du bricolage finalement défensivement, quand on voit que Burgess et McAllister ne sont pas là, quand on voit que Van Hout, milieu défensif, doit jouer défenseur central, et puis ensuite finalement après 30 minutes on décide de changer, Van Hout retourne dans le milieu, on va mettre Castro Montes dans l'axe de la défense. Je trouve que ça reste quand même du bricolage, et s'il y avait eu Burgess, tous les longs ballons envoyés par le Cercle, parce que c'est une belle équipe, mais finalement la façon de jouer n'est pas non plus la plus séduisante. Je pense que l'Union n'aurait pas encaissé rapidement ces 2 buts. Donc je pense que le retour de Burgess, on verra quand, si c'est pour ce dimanche ou si c'est pour la semaine d'après, va faire du bien à l'Union, et aussi celui de McAllister, parce que McAllister est un joueur qui met de l'impact dans le jeu et qui rend meilleur aussi ses coéquipiers. Moi je pense que Burgess est bien meilleur avec McAllister à ses côtés que sans McAllister à ses côtés. Je me suis d'ailleurs posé la question, je me suis dit tiens, dans le choix de mettre Van Hout dans la ligne défensive à 3, alors ça reste un avis personnel, mais je pense qu'il aurait pu penser à mettre éventuellement Sadiki. Qui a joué là effectivement avec Anderlecht. Qui a joué déjà par le passé, qui a à mon avis un peu plus d'agressivité, un petit peu plus tonique aussi dans le duel et dans les 1 contre 1. Donc je pense que ça aurait... Mais bon, après on peut toujours refaire une histoire et raconter une histoire. Quand bien même, vu je dirais... Parce qu'en fait c'est vrai qu'on dit qu'ils ont loupé les 10 premières minutes. Oui et non. Quand ils rentrent à la mi-temps et qu'ils font 2-1... je trouve quand même que la deuxième mi-temps doit être d'une qualité supérieure et un peu plus maîtrisée. Il se laisse à nouveau reprendre le 3-1, tombe à nouveau sur une reconversion du Cercle qu'ils n'ont pas bien géré non plus. Donc de manière globale, il ne faut pas non plus se mettre derrière les 10 premières minutes en disant mais s'il n'y avait pas eu ces 10 premières minutes, on aurait gagné. Non. Même sans les 10 premières minutes, ils ne gagnent pas. Donc voilà. C'est vrai qu'il fallait dire un mot sur la prestation de Warleson, qui c'est la 2e d'affilée qui sort plus ou moins à ce niveau-là. Pour moi, c'est le meilleur gardien du championnat cette saison. Je trouve que cette saison, on est un petit peu en deçà au niveau des gardiens de but. Je trouve que c'est pas la meilleure saison du Jupiler Pro League au niveau des gardiens de but. Toi qui es un ancien gardien, je pense, Jean-François. Pas du tout. Avec ma taille, non. Ah non, je pensais. Pas du tout. Non, il me semblait. Absolument pas. Je suis milieu de terrain. Ok, d'accord. Voilà, une erreur de ma part, je pensais. Non. Tu partages le constat qu'au niveau des gardiens de but, c'est pas notre meilleure saison, que moi, je me rappelle, j'avais dû faire un 11 de la phase classique
Effectivement, derrière Warleson, c'était un petit peu compliqué. Même un Anthony Maurice, on l'a vu faire des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Un Jean Buté, on l'a vu faire des erreurs cette saison qu'on ne voit pas d'habitude. Mignolet est un peu moins performant cette saison. Le jeune de Saint-Tron fait quelques floches par-ci par-là qui m'ont un petit peu gêné. Donc oui, Warleson, pour moi, c'est le gardien de la saison en Pro League, quoi, très clairement. Oui, je pense que c'est... Enfin bon, après, c'est toujours le meilleur. Moi, j'ai toujours du mal avec le meilleur, parce que évidemment, ça dépend parfois d'une semaine à l'autre. Voilà, je trouve aussi que... Mais c'est certainement un gardien qu'on a découvert et qui est extrêmement séduisant parce qu'il a énormément de qualité, il est assez complet et surtout il prend des points. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'on demande à un gardien? De prendre des points, il prend des points. Voilà. Lors des derbies brugeois, c'est lui qui a pris les points, ça c'est sûr. Et bon, dans d'autres rencontres aussi évidemment. Et on ne peut pas dire que si tu vois sa saison qui est vraiment eu de gros manquements, ce que tu retrouves chez d'autres. Lui, il a une saison, il est vraiment d'une régularité à toute épreuve. Mm-hmm. Et pour revenir sur cette fameuse affaire Burgess qui était donc ton flop, Jean-François, comment on l'a vécu, comment tu sens que ça a été vécu du côté de l'Union? Est-ce que je crois qu'ils sont de bonne foi, mais j'ai l'impression que voilà, c'est une erreur de communication de la part de l'Union belge qui aurait communiqué trop tard. C'est un peu ça l'idée. Ouais, mais il y avait beaucoup de tension pendant le match. Déjà avant la rencontre, on a vu Bormans et Oluglin discuter longuement pendant Blessing, avec Blessing. Pendant la rencontre, on a vu aussi Bormans au téléphone de manière assez virulente. On a eu Anthony Maurice en interview après la rencontre. On lui a appris et il demandait vraiment si c'était une blague. Il comprenait pas comment c'était possible. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été prévenus le samedi que le parquet allait probablement faire un appel. Ah. Et tout est là-dedans et c'est là qu'est la grande question. Est-ce que le fait de prévenir qu'il y aura probablement un appel, est-ce que ça tient pour vérité? Et donc est-ce que avec cette information là, eh bien on doit savoir qu'il y aura d'office un appel et donc que voilà ce mail envoyé là, est-ce que c'est ça qui peut être pris comme preuve, quoi? De toute façon, il y aura trace de ce mail mais parce que officiellement ensuite ils ont reçu l'appel seulement le dimanche. Seulement le dimanche, voilà. D'accord. Et donc ça a été envoyé à l'Union belge à 11h le dimanche et l'Union a reçu l'information à 15h07 ou 8 d'après mes informations, du coup pendant la rencontre. Et donc c'est là qu'est le gros problème, c'est donc toute la question autour de ce mail du samedi. Voilà, quelle est la force de ce mail, voilà. Mais je vous dis, je pense pas que ce soit là le plus gros problème. Le plus gros problème pour moi, c'est l'appel du parquet. Aussi, franchement, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas l'appel du parquet. J'avais suivi un petit peu. Alors bien évidemment que Burgess ne doit pas faire ça, mais il prend un match plus un match. Je trouve ça totalement légitime, normal. Donc l'appel du parquet, alors soit il est suspicieux, soit à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu faire le parquet? Je ne comprends pas. Et puis derrière vient la communication qui est évidemment grotesque et complètement... dysfonctionnement total. Oui, parce que derrière, il y a un club qui prépare toute une semaine sans son défenseur en plus. Pour être clair sur cette situation, l'Union est lésée 2 fois, c'est-à-dire un parquet qui, pour moi, fait un appel qui n'a pas lieu d'être, et la deuxième fois, c'est dans la communication. Et donc, je trouve qu'ils sont lésés 2 fois. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que finalement, si on va jusqu'au bout de cette histoire, et que on change la sanction, et que Burgess ne prend pas un match, mais 2 matchs, il aura raté 3 rencontres de play-off. Oui, parce que ça ne comptera pas. Est-ce que dans ces cas-là, il ne pourrait pas, et je ne sais pas à quel point sur le plan légal c'est possible, est-ce que l'Union belge ne pourrait pas faire un geste, entre guillemets, et dire il a déjà purgé sa rencontre de suspension? Alors, tout est possible, mais ça dépend pour qui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien exprimé au fond ma pensée, mais... Je rejoins Jean-François, quand tu te dis que normalement, celui qui termine en tête du championnat peut jouer la première rencontre à domicile, ça doit être l'Union. Moi, pour l'Union, on fait une petite entorse. C'est la 3e fois depuis l'instauration. Ils commencent en déplacement. Excuse-moi, c'est juste l'explication qu'ils donnent pour ça. Hein. Ils donnent une explication alambiquée, parce qu'Anderlecht ne s'est pas joué à tel moment. Enfin, c'est Anderlecht qui a l'avantage sur le coup. Oui, bien sûr. Et puis, le match à huis clos d'Anderlecht, c'est pour quand, au fond? La saison prochaine. Hein? La saison prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'appel, la décision tombera après qu'Anderlecht ait déjà joué tous ses matchs à domicile de la saison. Donc, ce sera pour la saison prochaine. Et effectivement, pourquoi au Standard, là, on le fait sans public? Parce que le Standard n'a pas fait appel.
Standard Ah, ok. a accepté la sanction D'accord. parce que de toute façon le Standard ne joue plus rien. D'accord. Donc voilà, ils ont joué un magnifique Standard OHL Ouais. à huis clos. Et Mais pourquoi ceci dit, quand je vois tout ça, moi je comprends un peu le comportement de Blessing, qui est un gentleman, tout ce que tu veux, qui est un très bon entraîneur, mais il y a quand même accumulation de faits où tu te dis, mais c'est pas possible, on dirait quand même que c'est de la manipulation, quoi. Et avec cette accumulation de faits, j'étais à la conférence de presse où Blessing s'est un peu lâché. On sentait vraiment que c'était préparé. Parce qu'on a juste posé une petite question sur le retour d'Amoura, une petite question sur le retour de McAllister. Et c'est lui qui a dévié directement en parlant de la presse, que la presse veut qu'Anderlecht soit champion. Il a parlé du département arbitrage en reprenant différents faits qui finalement lui donnent raison. Hein. Quand on revient sur la non-carte rouge de Yelle Bataille face à Machida, il a raison. Sur le but de l'Antwerp où il y a une faute de main, il a raison. Sur la faute sur Nilsson à Genk, dont peu de gens ont parlé, il a aussi raison. Et donc tous ces faits-là, voilà, il a eu raison. Et moi je l'ai trouvé encore assez calme dans sa prise de parole. Assez, allez, peut-être pas mesuré, c'est peut-être pas le bon mot, mais je le trouvais pas trop virulent. Et malgré ça, le lendemain, il prend un avertissement. Il prend un avertissement pour tout ce discours, et j'ai l'impression que cet avertissement, c'est vraiment pour remettre de l'huile sur le feu, pour qu'il soit encore plus virulent. Et Lazare aussi a pris un avertissement pour l'anecdote, parce que sur les réseaux sociaux, il s'est aussi montré assez virulent. Voilà, la question c'est est-ce que si le coach et un joueur d'une autre équipe font exactement les mêmes déclarations, est-ce qu'ils auraient aussi reçu un avertissement ? Souvent, voilà, on passe l'Union, parfois se dit on est toujours un petit club, on aime bien nous marcher dessus. Ici, j'ai quand même l'impression que oui, qu'on en veut un tout petit peu à l'Union pour une raison. Je ne sais pas si l'interprétation est bonne, c'est ça le problème. C'est que ce sont les faits, les circonstances qui font qu'à un moment donné, on finit par se poser la question. Parce qu'il y a une accumulation. Le match qui n'est pas joué à domicile, l'histoire du parquet. Enfin, moi, il faut m'expliquer. Franchement, je ne comprends pas l'appel. Oui, et puis cet avertissement. Et si on met ça un petit peu dans la saison et qu'on regarde ce qu'ont pris les autres joueurs qui ont eu des attitudes, parfois, voilà, un match plus un match, c'était justifié. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Donc, s'il y a appel, derrière ça, alors là, on arrive justement dans l'interprétation du coup des actions. On arrive dans l'interprétation. Moi, j'ai des amis forcément qui vont à l'Union toutes les semaines et ils me disent « Ah oui, mais t'as vu dans le match d'hier ?» Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort en tant que supporter. C'est de se dire, tu as vu dans le match d'hier combien de temps il faut pour qu'un carton jaune sorte pour de l'anti-jeu ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde à ça ? Moi, je n'ai pas de réponse journalistique à leur donner. J'ai juste le fait que c'est vrai que pendant la première mi-temps, si on est supporter de l'Union hier, on a toutes les raisons d'être frustré sur des comportements. Et c'est des petites choses qui vous agacent. Je ne vais pas aussi loin. Ça, je pense que malheureusement, c'est compliqué. Les supporters d'un camp vont toujours trouver que l'arbitre n'a pas pris les bonnes décisions pour eux et inversement. Je raconte juste la petite anecdote. Quand on commente un match, et je vais prendre l'exemple d'un Standard Anderlecht la semaine suivante, vous recevez des lettres de supporters du Standard qui vous disent que vous êtes pro-Anderlecht et vous recevez des lettres des supporters d'Anderlecht qui vous disent que vous êtes pro-Standard. Évidemment. Donc de toute façon, le supporter, lui, malheureusement, n'aura pas assez de recul, toujours. Voilà. Mais il y a des faits, puisque c'est le boulot d'être journaliste, il y a des faits, et les faits, c'est se poser la question d'un appel et de se dire quelle est la raison de cet appel, qui n'a même pas été justifié. Ah, le procureur trouve que c'est pas assez. Ah bon ? Et cet avertissement à Blessing, moi je le trouve un peu fou aussi parce que j'ai assisté à pas mal de conférences de presse de Hein Van Eyzenbroek cette saison. S'il avait été averti à chaque fois qu'il a tenu des propos un peu limites, on l'aurait plus vu sur les terrains pendant toute la saison. Et c'est pas le seul. Bruno, tu as dû en connaître aussi dans ta carrière des coachs qui disaient des choses et c'était pas toujours. René Van der Eyck, c'était voilà. quand même. Mais cette saison-ci, même Rimmer a parfois eu des paroles un peu au début pour essayer de. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Les clubs essaient de récupérer une partie d'influence, une partie de pouvoir, une partie de. Mais c'est gênant quand ça arrive comme ça à se poser juste à l'aube de play-off 1. En plus, le timing, enfin, je trouve que c'est très particulier. Ouais, on va avoir droit à un Anderlecht Union à couteau tiré. C'est très important celui-là. Très important. Parce que bon, une équipe l'emporte et bon, se donne un peu d'air et peut voir venir les choses avec optimisme. Mais Bruges joue contre l'Antwerp, je pense. Oui, à domicile contre l'Antwerp. L'Antwerp qui a l'air de terminer un peu en roue libre. Donc s'ils reviennent vraiment à 3 points ou à 2 points, là je pense que certains vont comme je le disais, prendre peur. Plus que deux équipes qui jouent le titre si ça se fait match nul ce dimanche.
Je vais changer de sujet, je vais profiter que tu sois avec nous, Jean-François, comme tu as connu énormément de joueurs de la génération actuelle des Diables. Ceux que j'ai connus au début, ils sont en train de prendre leur retraite. Donc, Oui, mais par exemple, il me semble que tu as participé à l'Euro Espoir en 2019 en 2019, en Italie. ouais. Il y avait quand même pas mal de joueurs qui sont actuellement Ouais, en tout à équipe fait. A et qui étaient à cet Euro, qui s'était pas très bien passé d'ailleurs. Malheureusement, c'était un groupe compliqué. C'était un groupe compliqué, oui. Bon, après, oui, ça reste une compétition. Oui, mais Oui, d'accord, oui, ok, c'était- j'accepte le. Bah, voilà, c'était un groupe compliqué. Voilà. c'était- Ça aurait pu je- mieux se passer. Ça on va aurait dire pu mieux se comme passer, ça, on va voilà. dire ça comme ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un joueur du groupe actuel des Diables que tu as connu, dont la trajectoire t'impressionne plus, ou te surprend plus qu'un autre? Un joueur dont tu ne t'attendais peut-être pas à le retrouver à ce niveau à l'heure actuelle? Non, parce que quand je suis dans des périodes comme ça, alors de manière plus générale, je pourrais m'exprimer sur des déceptions des joueurs que je pense qu'ils auraient dû arriver et ne sont pas arrivés pour diverses raisons, blessures ou autres. Et puis après, il y a un deuxième élément, je trouve, qui en tout cas pour cette génération-là, Mangala, on savait qu'à l'époque, il était performant, il fallait qu'il soit un peu plus, je dirais, stable dans ses performances et voilà, il fallait qu'il fasse un peu grandir son moteur aussi. Ouais. Mais je suis pas étonné sur ses qualités footballistiques depuis le temps voilà, faut se souvenir quand même du championnat du monde 2017 aussi. Il était déjà là, hein, Mangala. Donc c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Luque Bacchio non plus, parce que c'est un joueur de rupture, c'est un joueur capable de faire la différence seul. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce groupe-là? Il y en a encore ou j'oublie? Est-ce que Fass était pas... Wout Fass, exactement. Alors moi je suis pas surpris parce que Wout Fass est ce que j'appelle un vrai défenseur. C'est pas le plus élégant du monde, mais c'est un vrai défenseur. On peut compter dessus. Il est appliqué. Il est voilà. Alors quand on est devant une situation où on manque, je dirais, comme je disais la fois dernière, je trouve que pour jouer à côté de Vertonghen aujourd'hui, il manque à chacun des postulants, il manque 1 ou 2 années. Et c'est vrai pour l'ensemble des postulants. Ils ont des qualités un petit peu différentes les uns des autres, etc. Mais parmi tous ceux-là, et je trouve que dans la situation T du moment, je trouve que Wout Fass reste encore celui qui est le plus expérimenté et le plus solide. Mais bon, c'est une interprétation personnelle, donc je ne suis pas trop étonné non plus. C'est un leader aussi, de par ses attitudes. Il a un peu cette manière de jouer, un peu comme rien à voir avec Puyol, mais vous comprenez ce que je veux dire dans l'esprit. C'est les cheveux, ça c'est facile, ça genre de comparaison. C'est un peu, oui. Bah oui, tiens, voilà. Mais voilà. Et donc, non, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un gars qui, parfois, il prend des décisions tout seul, il tient pas compte du contexte général, il est un peu, il est dans son monde, mais il défend avec tout son cœur, toute son énergie, et il a une relance propre. Donc, je dirais que c'est je suis pas étonné, non, du tout. Mais pour la complémentarité, ce serait pas mieux une paire Vertonghen de basse d'après toi? Non. Non. Je réponds court, mais Ok. non. Je trouve que de base, sur les situations qu'il a eues en équipe nationale déjà, a commis déjà pas mal d'erreurs. Ouais. Et je dis, il fait partie de ces joueurs où je pense qu'il a manque. besoin d'1 an Ouais. ou 2, parce qu'il est dans une situation actuellement où il n'a pas encore fait ce pas vers l'étranger, qui est difficile, que d'autres ont fait. Comme candidat, on a celui qui joue en Italie, De Winter, Conny De De Winter. Winter, qui est une possibilité. Mais je trouve aussi que pour l'instant, voilà, on a aussi, parce que tout le monde l'oublie, mais Aldakil, qui à un moment donné a joué titulaire contre la Serbie, alors qu'on avait décalé de Bast sur le côté droit. Ouais. Voilà, qui a d'autres qualités en termes de vitesse, en termes de voilà. Donc, mais à ces postulants-là, il leur manque à tous un petit truc quand même au niveau de l'expérience. Et on peut pas dire que De Bast aujourd'hui, on voit son match de hier, soit le plus rassurant de tous. Et dans les matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale, C'est il vrai qu'il y a eu des flèches. y a chaque fois eu ces petits détails. Alors, est-ce que je pense que dans le futur, ça peut être un excellent défenseur? Oui, mais il y a tout ce qui va avec. Ouais. Aujourd'hui, même de l'extérieur, il y a un langage corporel avec lui qui est très amusant, vous le voyez. Voilà, il revient, il est blond, il est machin, le truc, il a toutes des attitudes qu'il faut rester focus sur le jeu, sur le foot, sur son évolution, sur voilà. Mais il manque aujourd'hui, pour le niveau international, qui est au-dessus du niveau national, il manque un petit quelque chose encore Et en ça, termes de stabilité. Il ne pourra l'acquérir Je pense qu'en partant à passant l'étranger. Ouais. À mon avis, oui, ça. parce que l'exigence est plus forte semaine Ouais, après semaine. d'accord. Ce qu'un De Winter, par exemple, a déjà, chaque semaine, ouais. il y a plus d'exigence. Ouais, c'est ça. Ici, à Anderlecht, on va, voilà, quand ça va moins bien, on va leur passer un peu plus facilement. Ouais.
Et vu ce petit manque en défense centrale chez les Diables, vu l'absence de Courtois, comment est-ce que tu vois cette compétition qui arrive ? C'est difficile de se projeter. Moi, je pense que la Belgique est une équipe capable de battre tout le monde parce que c'est une équipe aujourd'hui qui a montré que c'est une équipe de transition. Et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on va prendre en main les matchs comme on a pu le faire par le passé. Gros problème pour la phase de groupe, c'est qu'on est vite en danger sur des reconversions adverses. Donc, il va falloir passer cette phase de groupe. Voilà. Et derrière, ça reste très ouvert. Moi, si je dois faire un pronostic, je dirais un quart me semble très correct. Après, on est capable de battre tout le monde sur un match. Donc, parce qu'il y a beaucoup de qualités aussi de rupture et offensive. Et donc, je trouve que, voilà. Alors, chacun pense ce qu'il veut d'un Romelu Lukaku. Moi, je l'ai en haute estime. Parce que je trouve qu'il fait partie du top, on va dire, top combien, top 6, 7, 8, oui, top 10 top maximum, 5, top 10, enfin, comme vous voulez. Au niveau, voilà, sur les côtés, on a énormément de vitesse, de créativité, on a des choix différents, donc on peut garder la fraîcheur au long d'un tournoi, en perdant assez peu finalement de qualité, etc. Au milieu du terrain, on a des joueurs assez à la fois complémentaires et à la fois engagés. Le problème, ça va être la ligne défensive, oui, dans la difficulté qu'on peut avoir quand on va se retrouver, je sais pas, moi je pense à la France, quand on va se retrouver face à des flèches comme Dembélé et Mbappé, on va faire quoi ? D'ailleurs, c'est un petit peu à se demander. Heureusement pour lui, il a vu des matchs avec du spectacle, mais Domenico Tedesco était au stade pour les deux chocs de ce dimanche en Play-off 1, donc il était au Parc du Den et puis il a été jusqu'au Jan Bredel. On peut se demander un petit peu ce qu'il a pu retenir comme point positif de ces Diables Rouges, parce que la Pervertongen de Bast a passé un mauvais quart d'heure. Côté Union, on peut dire qu'il était venu voir un Castro Montes dont il a déjà dit qu'il était en marge du groupe. Ça a été délicat aussi. Du côté du Cercle, il a vu un bon Hugo Siquet peut-être. Mais oui, sinon, à part ça, Van Aken n'était pas là du côté du club de Bruges. Brandon Mekelen n'est plus vraiment considéré parmi les Diables Rouges. Donc voilà, il a profité du beau temps. Il a vu deux matchs spectaculaires. Mais d'un point de vue sélectionneur, on va dire, je ne suis pas sûr qu'il ait passé la meilleure après-midi de sa vie. On ne retient pas, on va voir, et encore une fois, c'est très différent pour eux quand ils vont sur place, parce qu'ils vont pour un environnement général. Ils vont regarder un petit peu la prestation. Ils vont pas se fixer, alors ça peut paraître bizarre, mais ils vont pas se fixer à une erreur ou à quelque chose. Ils vont plus se fixer sur un contexte très général, la façon dont il a géré les espaces, la façon dont il a géré, par exemple, je sais pas moi, ça dépend de l'opposant, par exemple. Il va peut-être prendre un enseignement sur les tiens, cette semaine-ci, j'ai vu que contre un attaquant plus athlétique, il a plus de difficultés. Enfin, des petits détails comme ça. Il les connaît par cœur aujourd'hui. Il a besoin de détails, et ces détails-là vont se cacher derrière peut-être des petites choses qu'il a vues. Parfois c'est à l'échauffement, parfois c'est à la sortie du terrain, parfois c'est dans un comportement, parfois c'est, je sais pas moi, sur la réflexion qu'il va y avoir sur un arbitre, ou des petites choses comme ça sur lesquelles... et puis c'est important pour un sélectionneur aussi national d'être présent dans les stades en Belgique quand même. Et aussi pour aller aussi éventuellement parler un petit peu avec serrer les mains. Serrer des mains. Bah oui, bien sûr, ça fait partie du job. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, j'ai perdu ma pensée maintenant. Mais oui, donc du côté des Diables Rouges, on en a parlé. Il y a le match de Coupe d'Europe on en a parlé aussi qui arrive. Est-ce que ça peut être important pour le club de Bruges dans le sens où cette Coupe d'Europe, il y a quelque chose à aller chercher quand même, j'ai l'impression. Ils peuvent arriver en demi-finale de la Conference League. Ils ont un adversaire facile entre guillemets, un adversaire prenable, c'est le mot que j'aurais dû employer, compte tenu du tirage qui était possible. Donc ce match du club de Bruges contre le PAOK Salonique, est-ce que ça peut aussi influencer leur fin de saison, dans le sens où c'est le seul club qui maintenant a encore ces matchs de Coupe d'Europe. T'en as parlé un peu, François, de l'enchaînement des matchs du club de Bruges. Comment tu sens ce match pour Bruges et son importance pour le football belge aussi, l'air de rien, ce match. Oui, c'est surtout ça que j'allais dire, parce que je vais pas mentir, je connais pas vraiment l'équipe du PAOK Salonique. Ouais. Bon, oui, désolé, j'aurais dû analyser avant de venir. Les supporters, ils portent tous des chemises noires, non pas des blanches, mais voilà, des noires. Mais pour donner le ton. Mais comme tu dis, voilà, c'est pour le coefficient, pour le football belge, c'est très important. Et je pense que ça pourrait quand même avoir un impact, parce que, comme je l'ai dit, ils jouent leur match retour en Grèce 3 jours avant de se déplacer à l'Union. C'est un peu dans l'autre sens, parce que souvent l'Union enchaînait des matchs 2 matchs toutes les semaines.
Ici, ils auront plus de temps de récupération pour ensuite accueillir un adversaire qui aura voyagé. Donc, qui sait, je pense que ça pourrait avoir un impact sur le championnat. Après, on le dit toutes les semaines, mais c'est tellement long qu'on... Voilà, qui aurait cru que la situation, là où à l'heure où on se parle, est celle-là, avec Anderlecht et l'Union qui ont perdu, Bruges qui revient dans la course, Genk qui revient dans la course. Donc, je pense que on va avoir un discours de footballeur et on va dire qu'il faut prendre match par match et week-end après week-end parce que c'est impossible de voir si loin. Quand on pense à Union Bruges, c'est dans 2 semaines, mais il va se passer tellement de choses d'ici là que c'est très compliqué d'y voir clair. Ouais. J'ai retrouvé le fil de ce que je voulais te demander, Jean-François. Toi qui as connu du coup, je me rappelle il y a une dizaine d'années de ça, quand c'était la grande époque des Belges en Première Ligue, on avait Fellaini, on avait Lukaku, on avait déjà De Bruyne, mais c'était même quand il était à l'époque en prêt en Allemagne, donc il était même pas encore là. On avait les Belges de Tottenham, les Belgian Spurs. Est-ce que tu as senti à un moment un creux dans l'intérêt peut-être du public belge? Voilà, vous, on sait, est diffuseur de la Première Ligue. Quand on a eu beaucoup moins de joueurs belges, là ça revient parce qu'on a De Bruyne, on a Tielemans qui performe bien, on a Trossard qui performe bien avec Arsenal, mais il y a eu un creux au niveau des performances belges en Première Ligue. Est-ce que tu as senti que le public peut-être suivait moins, ou est-ce que toi par exemple tu as pris moins de plaisir à suivre la Première Ligue parce que tu avais moins de joueurs belges à commenter et à apprécier? J'ai pas pris moins de plaisir à commenter la Première Ligue, ça non. Après, il y avait Hazard aussi évidemment qui faisait, bon. Oui, forcément qu'à un moment donné, quand on a moins de Belges qui y vont, forcément il y a une partie du public sans doute, mais je pense que ceux qui sont aujourd'hui abonnés, qui regardent, sont des vrais amateurs de la Première Ligue. Alors au travers d'un club, souvent ils se retrouvent, je sais pas, je faisais un voyage l'autre jour pour aller à Liverpool, je tombais sur un monsieur qui fait les voyages toutes les semaines pour aller à Liverpool. Ceux-là, ils continueront à aimer la Première Ligue, qu'il y ait des Belges ou qu'il n'y en ait pas. Donc voilà. Après, pour, je dirais, des amours temporaires, oui, sans doute que ça passe au travers de ceux qui vont idolâtrer peut-être un joueur. Je sais pas moi, si quelqu'un demain adore, je sais pas moi, un joueur d'Anderlecht qui va signer en Angleterre, il va suivre son joueur, il va l'accompagner, il va suivre avec lui. Mais de manière générale, bon, cette année, on a d'autres profils à regarder. On a le développement d'un joueur comme Onana, par exemple, qui, moi, à titre personnel, je trouve vraiment ça intéressant de voir comment il se développe avec Everton. On a cet intérêt d'une lutte à 3 pour le titre. On s'intéresse à d'autres choses. Et puis, les joueurs ne sont pas complètement absents non plus. Trossard reste performant, De Bruyne reste performant, Onana reste bon. Oui, c'est ce que je dis, il y a un retour maintenant, mais c'est peut-être il y a quelques années, c'était un petit peu plus calme. Il y a eu un petit creux, mais pas énorme non plus. Donc non, il n'y a pas eu, on n'a pas ressenti ça de manière... Oui, pour les gens qui... ça dépend de l'amour que les gens portent à la Première Ligue, évidemment. Je pense aussi. Moi, j'ai pas mal de copains qui suivent le championnat anglais, mais c'est plus braqué sur un club que sur un joueur. Donc, ils vont pas subitement, je vais dire, suivre un joueur en particulier. Non, notamment, il y a quelques copains où c'est Liverpool, quoi. Liverpool, parce que c'est Liverpool, c'est Anfield, c'est la magie, quoi. C'est la magie, c'est... un copain qui lui regarde rien que pour voir le You Never Walk Alone. Et le reste, il s'en fout. Que Mo Salah joue ou pas, il s'en fiche. Donc, je pense que ça va au-delà du fait que des Belges jouent pas. C'est la qualité du championnat, l'effervescence. C'est ça surtout qui est attirant. Amadou Onana, ça c'est un parcours très atypique aussi, parce qu'il est, même en équipe de jeunes, il est arrivé assez tard. Il n'a pas pu continuer sa formation en Belgique. Il a quitté la Belgique assez tôt. Bon, il est arrivé en Belgique assez tard aussi. Je pense qu'il avait une dizaine d'années quand il est arrivé en Belgique, mais il a été refusé à Anderlecht. On se rappelle, il n'a pas continué à Zulte. Comment tu expliques qu'un joueur qui maintenant est un titulaire incontournable chez les Diables, je crois que c'est un des premiers noms que Tedesco va mettre sur la feuille de match à l'Euro, qu'on soit passé à côté, toi qui as beaucoup entraîné de jeunes, qu'on soit passé à côté d'un joueur comme ça. Tu l'as connu vers quel âge, Amadou Onana? Tu l'as dès le début? Je ne l'ai pas eu comme joueur. Tu l'as pas eu? Non, je ne l'ai pas eu comme joueur, mais par contre je l'ai connu au moment de son éclosion, en fait, en Allemagne, comme tout le monde.
on commençait à entendre son nom qui revenait dans les différentes sélections, la possibilité d'aller chercher un gars, il était à Offenheim, je pense, à ce moment-là. Et donc d'aller chercher un gars qui était belge et qui jouait à Offenheim, parce que forcément, quand on est dans les staffs des équipes nationales, on a des listings avec des joueurs évoluant en Belgique, et puis on essaie de suivre attentivement tous les joueurs qui partent aussi. On était dans une époque, à l'époque, où ils partaient encore plus tôt. Et beaucoup, maintenant, c'est revenu un petit peu en arrière, parce qu'ils se rendent compte aussi que partir n'est pas gage de réussite non plus. Donc voilà, mais je vais être assez simple avec ça, et c'est toute la problématique, mais c'est très compliqué d'en parler en une minute. Bien sûr. Mais c'est toute la problématique, je dirais, justement, du football, c'est-à-dire que la vérité n'est pas, c'est pas noir ou blanc, c'est parfois extrêmement subjectif. Alors c'est une espèce de mix entre la subjectivité, c'est-à-dire à un moment donné des gens qui n'ont pas voulu reconnaître ses capacités, et puis peut-être l'évolution propre des joueurs eux-mêmes. Il y a des joueurs aujourd'hui qui vont, par exemple, je sais pas moi, en termes de maturité athlétique, arriver plus tard, et donc ils vont éclore plus tard. Il y a des joueurs qui vont peut-être pas être reconnus quand ils sont pour des raisons X, Y, Z dans le centre de formation. Je vais prendre un exemple que tout le monde a en tête. Meunier, par exemple, à un moment donné, n'est pas reconnu au Standard. C'est pas pour autant que les éducateurs du Standard, à cette période-là et dans ce contexte-là, ne sont pas bons. Et c'est peut-être justement le fait qu'il ait fait un petit pas en arrière qui est fait que hop, ils ressortent. On prend le Marouane Fellaini. Le Marouane Fellaini, c'est le Onana d'hier. Lui aussi arrive relativement sur le tard au Standard, etc. Les exemples sont légion, mais moi je trouve ça extrêmement encourageant et important de le partager pour dire à tous les gars qui jouent aujourd'hui et qui ont parfois 16, 17 ans, qui n'ont pas été reconnus comme les grandes stars de demain, parce que voilà. Léonie. Par exemple, ça peut être Léonie aussi, et c'est très encourageant pour eux de se dire que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et que en fait la seule chose qui compte en termes de vérité, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir dans sa post-formation et jusqu'où voilà. Certains par leur détermination, d'autres parce qu'ils ont eu de la chance, d'autres parce que le contexte a été favorable, d'autres parce qu'ils ont été épargnés par les blessures, et que y a, vous savez, un des plus grands talents qui pour le coup, lui, c'était le chemin inverse, il n'a pas été là où il aurait mérité d'aller, sans doute. J'en ai deux en tête au moins, c'est Antonucci et Moussonda. C'est le chemin à l'envers, ça. Ouais. Donc voilà. Donc il faut rester très humble par rapport à ça, extrêmement humble par rapport à ça. Eux, comme nous, quand on est formateur, et de se dire que on n'a pas la science infuse et on n'a pas le pouvoir non plus de vie et de mort sur un joueur. Non, il y a des gars qui vont se révéler après, il y a des types qui vont se révéler dans un contexte différent. Et ce que je dis toujours aussi, c'est quand on prend, pour sortir un tout petit peu du contexte là, mais tout petit mot, c'est que selon le contexte et l'environnement, on va parfois exploser. Je reviens au football belge et à l'Union Saint-Gilloise. Quel est le club en Belgique, à part l'Union, qui aurait été chercher un des joueurs qui est là? Personne. Et pourtant, eux, quand ils vont chercher Nilsson en Division 3, ils ont l'intime conviction que... voilà. Mais encore une fois, et peut-être que Nilsson, demain, signe dans un club de tout premier ordre. Undaf, qui ont été cherchés en Division 3, aujourd'hui, fait partie de la sélection allemande. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des histoires... comment je veux dire ça? Ce ne sont pas des épiphénomènes. Ça se passe tout le temps. C'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude nécessairement d'en parler de la même manière. Donc voilà. Merci beaucoup Jean-François. Je pense qu'on peut rester sur ces paroles pleines de sagesse. Et merci à vous Bruno et François pour votre plaisance. Et merci. À la prochaine.